dans Cheap Threes, je fais toujours la même présentation. C'est toujours dans la finesse. Ouais, je n'ai qu'un mode. Dans cette émission, on va vous parler du cinéma gothique. Ouais, épisode du coup maudit, comme je dis, et justement, peut-être que c'est lié au fait que ce soit le thème du cinéma gothique, mais ça fait 1 milliard de fois qu'on veut le tourner, on avait déjà le tourner en 2017 cet épisode-là, et là, début 2018, on le tourne enfin. Exactement. Du coup, l'idée, c'est pas de faire un récap sur tout le cinéma gothique et de vous présenter le genre, machin. On veut pas faire un épisode somme sur le cinéma gothique. C'est plus pour vous conseiller chacun 3 films qui sont pour nous dans la veine gothique. Pour moi, qui sont des choix moins académiques, peut-être. Toi, t'es plus dans un gothique traditionnel, on va dire. Très traditionnel. En gros, moi, juste pour résumer très rapidement, c'est les 3 films qui m'ont mené vers le cinéma gothique et vers l'amour que j'ai pour le cinéma gothique. Ouais, voilà. Ce qui est important quand même, avant de commencer, parce que vous verrez que la notion de gothique est assez large, finalement. Ouais. Ça englobe pas mal de choses et on verra qu'il y a énormément de sous-genres dans le gothique et tout ça. Ce qu'on peut dire, pour commencer déjà, c'est que le cinéma gothique, le roman gothique, ça vient du roman gothique, ça vient d'un style de fiction et d'un style de roman qui a été initié au XVIIIe siècle, en 1764, par Horace Walpole avec le Château d'Otrante. C'est ce qui est considéré comme étant le premier roman gothique, qui a initié après tout un mouvement qui est passé par ce qu'on appelle la romance gothique. Voilà. Qui était souvent... Gothique, c'est pas forcément horreur, c'est pas forcément synonyme. C'était un style de roman qui était beaucoup écrit par les femmes, par des femmes comme Charlotte Smith, Anne Radcliffe, les Sœurs Brontë. Voilà, c'était beaucoup écrit, justement, c'était beaucoup basé sur la notion d'une femme qui était oppressée, qui se retrouvait dans un contexte pré-victorien ou même parfois médiéval. C'est un genre, en fait, qui est né d'un retour au passé, d'un amour du passé et d'une redécouverte de l'architecture gothique au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, et qui a englobé après, dans la succession de ce roman gothique, beaucoup de genres qui sont devenus des genres qu'on a conçus comme des genres fantastiques après. On a souvent appelé ça le roman fantastique. Donc on a inscrit ça après plus tard dans une veine qu'on appelait le néo-gothique, qui a englobé des gens qu'on connaît mieux comme Edgar Allan Poe, comme Bram Stoker, comme Mary Shelley. Donc ça a commencé par vraiment quelque chose qui était très proche de la romance. C'est beaucoup un genre qui est en réaction par rapport à l'époque des Lumières, à une espèce de désillusion par rapport au côté très intellectuel de l'époque des Lumières et au manque de foi qu'on avait dans les intellectuels et dans la philosophie, et qui cherchait un peu à revenir vers le passé. Et c'est pour ça du coup qu'on est toujours dans ce rapport de retourner dans le passé et d'être hanté par les fantômes du passé, par cette notion de on habite dans un lieu mais qui a été vécu par d'autres personnes, par d'autres entités. Et c'est pas un genre qui est exclusivement fantastique. Les fantômes sont arrivés finalement assez tard dans le cinéma gothique. Et au départ, c'était vraiment quelque chose qui était codifié, mais plus par rapport au lieu, l'ancienne maison, l'ancienne demeure, les caves. Voilà, la notion de soumission aussi de la femme dans un contexte de patriarcat. C'était beaucoup aussi ça. C'est comment une femme arrive à se libérée du patriarcat et de l'autorité masculine. Donc c'est vraiment un genre qui est fait à base de plein de petits éléments. Il y a énormément de codes dans le gothique. C'est un genre qui est très très marqué. Et c'est pour ça que on trouvait que c'était intéressant de parler à la fois de quelque chose qui était très traditionnel et qui était perçu vraiment comme gothique au premier degré, et quelque chose en même temps qui était assez large et qui permettait d'englober différents styles dans le gothique. Donc voilà, c'est vraiment pour résumer très très brièvement. On va pas vous citer 12 milliards de références, mais c'est pour vous expliquer que le gothique c'est une notion très large. Voilà. C'est ça, là vous allez bien le voir. Là, sans vouloir, et on s'est même pas du tout concerté pour le coup. Non. Avant même, il y a 2 secondes, je savais même pas de ce dont allait parler Gilles. On s'est pas concerté, et encore une fois, sans faire exprès, on se complète pas mal. C'est vrai que moi, je suis très dans le classique. Tout ce que vous a dit Gilles, là, dans les différents thèmes, on les retrouve dans les 3 films que je présente, où il y a une sorte de schéma global, et des trucs qui reviennent, sans mauvais jeu de mots, dans les films. Toi, tu vas vers un peu plus vers autre chose, et qui du coup, c'est d'autant plus intéressant. Ouais, je pense que c'est intéressant dans le gothique de pas être trop strict et de pas être trop académique, parce que du coup ça nous permet de découvrir plein d'œuvres qui sont inspirées par le gothique et de voir à quel point le gothique a su laisser des traces dans la culture européenne et dans la culture même du monde entier, parce que c'est un style
gothique a beaucoup influencé plein de créateurs, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec ces 6 premiers films. L'idée, ce serait vraiment de revenir à chaque fois avec plusieurs œuvres gothiques et de vous faire découvrir à la fois des classiques et à la fois des choses qui s'ouvrent vers quelque chose de nouveau. Donc, Geoffrey. Alors là, pour le coup, vous allez voir, on va parler plein de films anciens, parce qu'il y a eu une vague de films gothiques un peu partout, aux États-Unis, Europe, qui sont arrivés un peu en même temps, dans les années 50, années 60. Là, pour le coup, moi, je vais commencer avec un film extrêmement récent. C'est le film, pour moi, qui m'a fait basculer dans le cinéma gothique, parce que son réalisateur sait partager ce qu'il aime, et à travers ce film-là, il a très bien réussi à mes yeux. Et c'est Crimson Peak de Guillermo del Toro. Alors oui, donc du coup, Crimson Peak de Guillermo del Toro, qui est extrêmement récent, mine de rien, il est sorti il y a 3 ans, en 2015. C'est vrai que del Toro, mine de rien, il enchaîne pas mal les films. Ces derniers temps, ouais. Ouais, et avec La Forme de l'eau, là, cette année. Et donc là, Crimson Peak, en 2015, de del Toro, donc, qui, là, pour le coup, vraiment, embrasse totalement le cinéma gothique, et ça commence vraiment à la del Toro, où la première phrase, c'est « Les fantômes existent ». Et vous allez voir, il y a beaucoup de phrases, il y a beaucoup de choses qui on a l'impression qu'ils sortent de la bouche de del Toro. C'est « Les fantômes existent », et cette phrase-là, del Toro peut très bien la prononcer lui-même, parce que lui est persuadé que les fantômes existent. Voilà, tout d'abord. Donc c'est Edith Cushing qui dit ça, donc Cushing évidemment, hein, un clin d'œil très subtil à Peter Cushing, qu'on va retrouver un peu plus tard dans l'émission, vous verrez. Et donc Edith Cushing qui perd sa mère au début du film, elle est hantée par sa mère, et on a cette introduction-là, et après on bascule plus tard, et on redécouvre Edith qui veut écrire un livre, justement un roman gothique, purement. Donc on est vraiment dans la tradition, comme on disait tout à l'heure, de ces femmes qui ont fondé le roman gothique. Et qui doivent affronter le patriarcat, parce que c'est clairement ça, dès le début du film, où elle fait face à un éditeur, si je me souviens bien, qui veut pas forcément, qui veut limite gommer toute la partie un peu féminine du film, jusqu'à qu'on lui finisse par lui conseiller presque de taper son bouquin à la machine et pas l'écrire à main levée, parce que sinon ça va trop souligner la féminité de son écriture. Donc il y a vraiment, dès le début, on est tout de suite dans ce genre de thématique, et un certain féminisme, de toute façon, qu'on retrouve encore une fois dans La Forme de l'eau récemment, del Toro. C'est un sujet qui lui tient à cœur. Edith Cushing, j'ai oublié de le dire, elle est jouée par Mia Wasikowska, qui est un peu habituée justement aux films un peu gothiques, notamment la romance gothique pure avec Jane Eyre, un film absolument magnifique de 2011, de Kari Fukunaga avec Michael Fassbender, vraiment magnifique ce film. Et donc elle rencontre Sir Thomas Sharp, qui est joué par Tom Hiddleston, qui est un acteur absolument formidable, et aussi plus tard sa sœur, qui est jouée par, bon là je suis pas très objectif, par Jessica Chastain, que j'aime beaucoup, qui joue sa sœur, donc Lady Lucille Sharp. Et donc on rencontre un personnage comment dire, pas très clair. On sent qu'il est flatteur, qu'il drague et qu'il flatte Edith. Et vous allez voir tout le long fil de l'histoire avec un personnage multidimensionnel comme la sœur. Et voilà, donc je vais pas en pousser plus, vous verrez. Et tout de suite, dès le début du film, on est dans l'ambiance avec ce fantôme et cet aspect visuel absolument incroyable. C'est une des plus grandes claques, enfin je vais pas être dans la mesure, mais c'est une des plus grandes claques cinéma que j'ai eu dans ma vie, en tout cas au niveau visuel. C'est incroyable. D'ailleurs, on doit la photo à Dan Lawson, qu'on retrouve également dans La Forme de l'eau, qui est aussi une forme visuelle absolument incroyable. Et là, on peut se dire que toute cette couleur surlignée, ces couleurs extrêmement présentes, c'est clairement une sorte d'hommage au Technicolor, parce que chez la Hammer, notamment, les films gothiques de la Hammer, c'était vraiment le truc, le point fort des films de la Hammer. C'est extrêmement coloré. C'est la couleur, alors quand on est habitué aux films du genre, mais en noir et blanc. Et voilà, donc c'est un des gros points forts du film, c'est le visuel, mais pas que, c'est pas que le visuel, c'est tout le pouvoir narratif que ce visuel amène, comme peut dire justement Del Toro dans le commentaire audio absolument passionnant du Blu-ray de Crimson Peak,
où il dit que le pouvoir narratif d'un film ne s'arrête pas au scénario. Donc justement, on en discutait juste avant l'émission à propos de la forme de l'eau. C'est exactement ça. On peut parler par exemple de Mad Max Fury Road, notamment la version Black and Chrome, dans sa version de base, qui était c'était sans dialogue. Et pour eux, pour des gens comme ça, comme Del Toro, on devrait pouvoir comprendre les films s'il n'y avait aucun dialogue. Rien qu'avec le visuel doit être signifiant. En plus, c'est un réalisateur qui a tendance à donner beaucoup de signifiance à des petites choses, des petits détails. Des petits détails peuvent raconter une histoire par eux-mêmes. Ouais. Et ça, je m'en rends compte vraiment en revoyant le film, en écoutant aussi le commentaire audio de Guillermo del Toro, qui explique très bien son film, qui est dans le didactisme, comme tu as expliqué, où limite, comme tu disais, qui se justifie, parce qu'on en a souvent critiqué son film en disant, oui, on voit où ça vient, on voit où ça va, et il n'y a pas vraiment de surprise. Et qu'en fait, en gros, il y a certes une sorte de plot twist, il y a un twist, mais en fait, finalement, le twist, c'est pas ce qu'il y a de plus important, loin de là. Je pense qu'un des problèmes qu'a eu Del Toro avec ce film, c'est qu'il a été abordé par plein de gens comme étant un film de fantôme. Oui. Alors que c'est vraiment, justement, ça s'inscrit dans cette tradition de la romance gothique. C'est ça. C'est-à-dire que vraiment, ce qui est au centre du film, c'est cette relation entre le personnage de Tom Hiddleston et le personnage de Exactement. Parce que là, justement, encore une phrase prononcée par son personnage Edith au début du film, quand elle présente son roman à l'éditeur, lui, il parle d'une histoire de fantôme, et elle dit ce n'est pas cela, c'est plutôt une histoire avec un fantôme. Le fantôme est une métaphore du passé, et là c'est exactement ça. Limite, vous avez là Del Toro, encore une fois extrêmement didactique, qui explique son film. Notamment, par exemple, là, pour lui, le rouge dans le film, c'est le passé qui ressurgit. Évidemment, les magnifiques passages où tu as l'argile rouge qui remonte dans le château absolument délabré du frère et de la sœur, c'est ça, c'est le rouge qui envahit les tenues. Et il y a vraiment tout ça, c'est une pure, comme tu dis, exactement ça, c'est la romance gothique qui est proche de l'horreur. Il y a des thèmes qui se retrouvent comme le deuil, la mélancolie, qu'on retrouve à chaque fois dans ce genre de truc. Et il y a l'amour et la mort qui sont les deux faces d'une même médaille, encore une fois, qu'on retrouve également dans les films gothiques. Et là encore, Del Toro est obsédé par les contes de fées. À chaque fois, on retrouve cette thématique du conte de fées qu'on a déjà retrouvé dans des films qu'il a fait avant. Et quand encore une fois, on retrouve dans La Forme de l'eau, qui est pour lui un conte de fées également. Là également, c'est un conte de fées à la Del Toro, mais c'est un conte de fées. Et j'avais plein de choses à dire, mais du coup, voilà. Mais vous voyez, j'ai toutes les notes que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Et il s'inscrit aussi dans une tradition, parce que pour lui, il voulait pas de fantômes en CGI. Donc, ce sont des personnes costumées, dont, comment il s'appelle Doug Jones. Merci. Le merveilleux Doug Jones, qu'on retrouve encore une fois aussi dans La Forme de l'eau, qui est absolument merveilleux dans La Forme de l'eau. Film merveilleux, au passage, parce que je dis les mots, nous avons beaucoup aimé, pas comme tout le monde, mais nous, on l'a beaucoup aimé. Et donc là, pour le coup, il utilise aussi les CGI, juste pour rehausser, mais habiller les fixes qui existent déjà. Il y a un travail encore une fois sur les visuels, sur les costumes. Les costumes, les robes sont également signifiantes. Et pour encore revenir 2 secondes sur les effets spéciaux, il y a un truc que j'avais jamais remarqué, et en écoutant le commentaire audio, on découvre ça. C'est il y a un moment où il y a Edith qui est pas bien, qui est vraiment pas bien, qui est assise dans un fauteuil, dans sa chambre. Et on s'en rend pas compte, mais en fait, quand elle arrive, elle va bien et tout, donc elle est sur son fauteuil. Et dans une scène plus tard, elle va pas bien du tout, et on se rend compte qu'en fait, Del Toro a demandé à ce qu'on fasse exactement le même siège, mais plus grand, et juste pour suggérer un sentiment d'oppression, de d'écrasement. Et par ces petites astuces-là, encore une fois, le visuel est signifiant. Le visuel raconte quelque chose, vous donne des sensations, même si sans s'en rendre compte, quoi. C'est une façon d'écrire qui est presque subliminale, c'est-à-dire que ça passe, mais c'est presque inconscient. Parce que même au niveau des accessoires, les accessoires sont 30% plus grands, la tasse est un peu plus grande. Oui, c'est vrai, j'ai oublié cette taille de la Tout est censé la diminuer dans l'écran. Et c'est vrai que, juste pour très rapidement revenir à ce que tu disais, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans une écriture qui est très dans le détail graphique. Et c'est une écriture qui n'est pas seulement dans la structure narrative, mais aussi dans le décor, dans les costumes. Tout est censé rappeler quelque chose. Tout raconte une histoire, en fait. Exactement. Si on est attentif aux détails et si on est attentif à chaque élément du production design, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui est raconté par chaque élément. C'est pas un film où on va tout vous jeter à la figure tout de suite. C'est à vous de reconstituer le puzzle. C'est un film qui semble extrêmement simple. C'est un film simple d'accès, tout simple. Il est pas riche, compagnie. Il vous amène là où vous savez où vous allez aller. Mais en le revoyant, à chaque fois vous redécouvrez plein de détails. Il foisonne de détails, vraiment. Et l'histoire est, pour moi, à mes yeux, extrêmement, pour revenir juste bêtement sur l'histoire est extrêmement touchante, extrêmement belle.
le personnage de Edith est vraiment super, mais vraiment mon gros coup de cœur, ce sont le frère et la sœur, les frères et la sœur Sharp. Je trouve magnifique. Tom Hiddleston, il joue un personnage tout en nuances, il devient même émouvant, les deux ils sont absolument beaux, la relation qu'il y a entre les deux est magnifique, et moi je revois des scènes, à chaque fois je suis ému par ce qui peut arriver vers la fin, etc. Vraiment, j'ai un amour absolu pour ce film-là. La première fois que je l'ai vu, j'avais limite été un peu déçu. Justement, j'avais cette réflexion en disant « Ouais, bon, le scénario, il est super basique, etc. » Et finalement, en creusant, en le revoyant au-delà de mes attentes, c'est un film que je redécouvre sans cesse. Un film qui est très riche, ouais. Voilà, et chaque fois, il y a un hommage permanent au cinéma de genre, mais également au roman. Enfin, vous pouvez écouter, encore une fois, prenez le Blu-ray qui coûte vraiment rien du tout, le Digipack, le magnifique Digipack. La copie est magnifique en plus. La copie est sublime, alors rend hommage au film. Surtout, pour ce genre de film, le détail, le souci du détail. Voilà. Il y a un tel souci de production design dans le moindre détail, dans le décor et dans les costumes, il faut vraiment le voir en Blu-ray, quoi. C'est un film extrêmement généreux. Voilà, donc notre producteur nous fait signe, c'est vrai qu'on avait dit 5 minutes et finalement, voilà, on m'en doutait. On en est au double, à 10 minutes. Voilà, donc c'est un film extrêmement riche, donc j'ai le sentiment de ne pas avoir dit tout l'amour que j'ai pour ce film, mais croyez-moi, il gagne à être vu et à revu et re-revu. Un film de plus de merveilleux chez Del Toro. Et voilà, bref, je vais me taire. En tout cas, c'est ce film-là qui m'a amené au cinéma gothique. Merci à lui, merci Del Toro. Et je me tais. Et donc, toi, tu vas nous parler d'autre chose, j'imagine. Moi, je vais vous parler d'un classique du film gothique. Pour le coup, c'est vraiment un des monuments du cinéma gothique. C'est Les Innocents de Jack Layton. C'est un film qui date de 1961, qui est vraiment représenté, qui pour moi est vraiment un des joyaux du cinéma gothique. C'est un des piliers du cinéma gothique moderne. Alors, donc, Les Innocents, pour vous résumer un petit peu, ça se passe au 19e siècle. C'est l'histoire de Miss Giddens, qui est une intendante, une nanny, quoi, voilà, qui arrive dans un... Mary Poppins, quoi. Exactement, qui arrive dans un château anglais néo-gothique, pour garder 2 enfants, et on apprend en fait que dans ce château, 2 personnes sont décédées avant, et il va se passer tout un tas de choses qu'elle va découvrir tout au long du film, et qui vont installer cette atmosphère un petit peu de maison hantée, on va dire. Oui, voilà. Donc c'est un film qui est éminemment gothique, dans sa facture déjà, on est vraiment dans un film... Alors il est à contre-courant, parce qu'il date des années 60, c'est une époque où la Hammer était vraiment en pleine possession de ses moyens, donc c'est une époque où le cinéma gothique était rattaché beaucoup à la couleur, oui, voilà, comme tu le disais. C'est ce que j'allais dire justement sur un film que je présentais après, là du coup c'est à contre-courant, du coup, voilà. de rester sur du noir et blanc. Là, Jack Layton, lui, il choisit justement d'aller à contre-courant et d'explorer le noir et blanc pour proposer quelque chose de neuf, en fait. Il voulait pas s'inscrire dans ce courant classique de la Hammer. Il voulait vraiment avoir une autre approche. C'est adapté d'une nouvelle qui s'appelle Le Tour d'écrou, qui a été écrite par Henry James en 1898. Le film a été écrit par trois scénaristes différents. Un premier scénariste qui s'appelle William Archibald, qui s'est vraiment concentré sur l'adaptation du scénario, vraiment en se collant vraiment au scénario. C'est-à-dire que dans le scénario original, l'idée c'était vraiment de montrer qu'il y avait des fantômes, comme dans Crimson Peak. Il n'y avait aucun doute, il y avait vraiment des fantômes. Ouais. Et elle a été reprise par John Mortimer, et c'est quand Truman Capote, qui a écrit Breakfast at Tiffany's et après De sang-froid, lui est revenu sur le film, a repris le film à son compte et a injecté toute cette couche freudienne de doute en nous faisant croire que peut-être que les fantômes ne sont pas vrais finalement. Que ce personnage de Miss Giddens, peut-être qu'elle imaginait tous ces fantômes-là, et que tout était basé sur sa frustration. Puisque c'est vraiment un film, c'est un film, encore une fois, c'est comme dans Crimson Peak, c'est un film avec des fantômes, mais c'est pas un film de fantômes. C'est un film où le personnage principal, ses frustrations, sa répression sexuelle, exprime les visions, en fait. Génère ces visions-là. Donc à tout moment, on se demande vraiment si ce qu'elle voit, ou ce qu'elle entreprend, ou ce qu'elle vit, ça vient de sa personnalité
ou ça vient de son environnement, de son décor. Donc dans ce sens-là, c'est un film gothique, mais c'est un film gothique qui est pas vraiment traditionnel. C'est pas un film de maison hantée, de train fantôme. Et puis ce côté doute qu'on peut avoir, ça phagocyte pas le film, ça ronge pas le film. Exactement. Tout simplement, ça peut être tout simplement un film de fantôme et qu'on clip avec des enfants d'ailleurs merveilleusement. Oui. Qui sont dirigés. Merci. Oui. Miles qui est interprété par Martin Stevens et Flora par Pamela Franklin, qui sont deux gamins qui sont extraordinaires. Incroyable. Une grosse partie du film est basée sur eux, donc c'est très très important de bien les caster. Il y a eu tout un travail pour leur cacher tout un tas d'éléments du film, parce que c'est aussi un film qui est beaucoup sur les perversions sexuelles quand même. On s'en rend compte au fur et à mesure du film, on découvre les vraies motivations des esprits qui sont dans la maison, et on se rend compte que c'est lié quand même à ça, beaucoup de subversion et beaucoup de perversion. Et il y a un fond qui est très moderne finalement dans le film. C'est un film qui est extrêmement freudien, ça correspond aussi beaucoup à l'époque. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi le côté graphique du film. C'est un film qui est extraordinairement beau, c'est vraiment un joyau. L'un des plus beaux noirs et blancs que j'ai vu dans ma vie. C'est un magnifique noir et blanc. Parmi un des films dont je parlais juste après, mais visuellement, c'est un bouleversement total. En plus, on a eu la chance de le voir au ciné, mais c'est incroyable. Le chef-op, c'est Freddy Francis qui avait fait la photo d'Elephant Man, des nerfs à vif, et après de Dune de David Lynch. Ce qui est rigolo avec ce film, c'est qu'au départ, il devait être tourné dans un format académique beaucoup plus petit, et c'est le studio c'est la Fox qui a proposé à Clayton de utiliser le scope, et Clayton ne savait pas ce qu'il allait faire avec cet espace. Il savait pas comment il allait habiller l'espace. C'est pas la tradition de voir des films gothiques. Là, par exemple, Del Toro, en plus, il fait pas du scope, Del Toro, qui s'inspire beaucoup d'œuvres picturales, mais c'est plus écrasé pour appuyer un peu plus l'étouffement, mais... Et en général, on a tendance à prendre des formats plus restreints pour pouvoir explorer la verticalité des lieux, tout ça. Là, l'idée, c'était... il avait vraiment peur de ne pas savoir habiller, et en fait, c'est avec son chef-op, Freddy Francis, ils auraient su exploiter ce format pour créer des cadrages très différents et très excentriques, finalement. Et c'est ce qui donne ce look au film, ce look très moderne, ces cadrages asymétriques, un peu étranges parfois, cet habillage... Il suggère aussi des sensations comme tout à l'heure, sans qu'on s'en rende compte. Ça nous suggère quelque chose. Exactement. Et c'est aussi cette idée d'habiller avec la lumière. Il y a beaucoup de plans dans Les Innocents où la pellicule est peinte sur les côtés pour que la lumière soit centrée au milieu. Pour que vraiment on ait ce côté très claustro. C'est un film où on joue vachement sur la claustrophobie dans le lieu. Parce que comme dans tous les films gothiques, la maison hantée, c'est un personnage à part entière en fait. Ça fait vraiment partie, c'est un des personnages. C'est clairement aussi le cas. C'est vraiment, on développe vraiment la maison comme un personnage. Et il y a eu un énorme travail là-dessus, et il y a eu un gros travail aussi au montage de Jim Clark sur les fondus enchaînés, sur les fondus et la surimposition d'images. On peut retrouver certaines captures là-dessus, et ça aussi c'est extrêmement signifiant, c'est pas gratuit. L'empilage de négatifs pour pouvoir superposer plusieurs images et donner un sens, à l'association d'idées, et tenir un discours différent et essayer d'associer différentes choses. Et il y a aussi quelque chose, on fait lien avec Del Toro là-dessus, il y a aussi un goût des insectes, des créatures, pour pouvoir faire un commentaire sur ce qui se passe. C'est-à-dire que toute la frustration et tout le côté très renfermé de Miss Giddens, il existe aussi là-dedans, dans ces images de végétation en train de dépérir, dans ces images de statues figées, dans ces insectes, les insectes qui sortent des bouches des créatures, des statues, pour simuler le fait que les enfants ne racontent pas que la vérité, parce qu'en fait, il y a vraiment tout un délire sur le fait de ne pas faire confiance à la parole des enfants. Et c'est vraiment un film qui est très très macabre, et qui est très très beau, très pur, et qui a des visions macabres magnifiques, quoi. Vraiment, on a des plans qui restent aujourd'hui terrifiants, et c'est un film extraordinaire. Encore une fois, Deborah Kerr qui était dans Le Narcisse Noir de Paul Ellen Pressburger, qui est extraordinaire. La musique est fantastique, tout le film est un chef-d'œuvre du film gothique. Et moi je dirais que si vous devez commencer par un film gothique, prenez le meilleur et allez peut-être directement vers ce film-là, parce que c'est ce qui vous donnera la chance d'aller plus loin. Et il y a aussi des plaisirs tout simples dans ce genre de film où il y a plein de significations. Il y a aussi des plaisirs tout simples pour moi. Les plaisirs tout simples, c'est juste une nana qui est comme ça, avec sa bougie, dans une tenue absolument somptueuse. Comme là, vous voyez, il l'a repris également pour Crimson Peak. Il y a, moi, cette scène, juste ce plan-là dans Les Innocents, avec juste l'héroïne, entre guillemets, qui se bat avec sa bougie. Moi, je trouve ça juste absolument sublime. C'est limite un passage presque obligé du genre, mais moi, c'est aussi juste des plaisirs simplement esthétiques, sans forcément chercher un milliard de sens.
de sens, mais c'est juste ce bonheur esthétique. C'est un style de film qui est très fétichiste, de toute façon. Ah oui, c'est fétichiste. Ce qui est rigolo par rapport à la lumière, pour finir là-dessus, sur les innocents, c'est que la lumière, elle a été poussée à l'extrême pour vraiment marquer les contrastes, et que même sur les bougies, on a fait des chandeliers custom, où on avait mis énormément de bougies, les unes à côté des autres, pour vraiment simuler une lumière énorme, et que ça puisse énormément éclairer le visage des acteurs. Donc on a fait refaire des chandeliers pour pouvoir garder ce gimmick du film gothique, mais tout en l'adaptant avec les technologies modernes. Donc c'était vraiment un film limite expérimental et avant-gardiste en fait pour l'époque. Voilà, Les Innocents de Jack Layton passe merveilleusement bien les années. Hein. Extraordinaire. Ouais. Juste pour finir, Les Innocents, j'ai pas le Blu-ray à vous montrer. Il est sorti chez Potemkin en Blu-ray. La copie est propre, mais le problème c'est que voilà, c'est ce que j'allais dire. Criterion a sorti une copie basée sur un Master 4K qui est largement au-dessus. Et franchement, si vous devez avoir une version, c'est cette version-là qu'il faut avoir. Voilà, c'est vraiment la version ultime. On perd beaucoup en qualité et en piqué. C'est comme tu dis, comme c'est des films vraiment dont le visuel est extrêmement important, on peut pas passer, on peut pas se permettre. Donc voilà. Et donc, on a commencé par la couleur, on est passé ensuite par le noir et blanc, et là on revient limite aux dignes représentants de la couleur dans le cinéma gothique, parce que c'est eux qui l'ont amené la couleur grâce à ce fichu Technicolor. Et là, je commence pas par le premier film qui a amorcé le cycle, je suis entièrement subjectif là aussi, je commence directement par le film de la Hammer que je préfère et que j'aime vraiment beaucoup, c'est Le Chien des Baskerville de Terence Fisher. Le Chien des Baskerville, réalisé par le réal de la Hammer, Terence Fisher, qui est donc mon film préféré de la Hammer. Il y en a eu 1 milliard. C'est pas celui qui a commencé le cycle gothique chez la Hammer, donc c'est mon préféré. Histoire toute simple, classique de Sherlock Holmes, en plus connu par tout le monde. On lui offre un cas à élucider. Il ne veut pas, et finalement il veut bien. Et comme on peut voir classiquement dans tous les récits gothiques, souvent, c'est la modernité. Et d'ailleurs, j'y repensé cette nuit. Cet élément-là, on le retrouve même dans Le Loup-garou de Londres. C'est les gens de la ville qui ne croient pas en la tradition, qui ne croient pas aux légendes, et qui sont presque cyniques, extrêmement cartésiens, ce qui est le cas, du coup, là, de Sherlock Holmes, qui est interprété par l'excellent, l'immense Peter Cushing. Et merveilleusement, et qui débarque dans ce village où il y a une légende comme quoi il y a un chien de Baskerville qui justement qui tue les Baskerville. Voilà, donc pour vous résumer en gros, et on a une première intro qui se passe en 1790, superbe intro qui est pour moi un résumé parfait de tout ce qu'on pourra retrouver qu'on retrouvera plus tard dans le film gothique de la Hammer, des couleurs qui pètent, extrêmement rougeoyant, comme dans le film chez Del Toro, un aspect très studio, parce qu'en fait ils aimaient bien chaque fois tourner dans le même studio, des décors qu'on retrouve de film en film, d'ailleurs des éléments qu'on retrouve de film en film, des éléments aussi naturels, un brouillard pas très voilà, assez artificiel, mais qui du coup est absolument somptueux. Pour moi, c'est un pur condensé. Et ce que j'ai aimé dans ce film-là, c'est qu'avant ça, moi, je m'étais fait déjà pas mal un peu le cycle du cinéma gothique de la Hammer, dans lequel, à chaque fois, évidemment, on retrouvait forcément souvent Peter Cushing, Christopher Lee, c'était un peu les sommités. Et moi, j'avais commencé par, si je me trompe pas, par Frankenstein qui s'est échappé en 1957, qui, lui, a lancé, pour le coup, le cycle gothique de la Hammer. Avec Christopher Lee qui joue le rôle de la créature de Frankenstein, et ensuite il y avait aussi Dracula, etc. Et souvent c'était un Christopher Lee évidemment muet, ou qui parlait très peu, et là j'ai eu un bonheur de retrouver Christopher Lee dans ce rôle-là, où il joue Sir Henry Baskerville, sur lequel pèse justement cette malédiction, qui est extrêmement élégant, parce que parfois j'ai remarqué une chose dans les films gothiques, c'est que les méchants sont extrêmement bien caractérisés, extrêmement intéressants. Les femmes, souvent, parfois, pas tout le temps, sont bien caractérisées. Mais les hommes,
les jeunes premiers, il y a souvent des gueules de jeunes premiers, je trouve, extrêmement fades. Je vous en reparlerai tout à l'heure dans le film dont j'ai parlé à la fin, qu'on oublie en fait. Et là, pour le coup, ce rôle-là aura pu être plus joué par un jeune premier, mais il est joué par Christopher Lee, qui est absolument parfait dans le rôle. Peter Cushing, donc, qui est incroyable dans le rôle, qui joue à la fois le côté assez humain, mais assez extrêmement froid, le côté théâtral, parce que c'est un acteur qui vient du théâtre, et il l'avoue lui-même en parlant justement à Watson, qui est joué par André Morel, qui est parfait aussi dans le rôle, en disant oh, « Désolé Watson, là j'ai fait un peu une entrée théâtrale ». Effectivement, oui, t'as fait l'entrée théâtrale, et de fond, Peter Cushing joue de manière théâtrale, et c'est comme ça que ça marche. Et aussi, en plus, ce qui marche très bien dans ce film, c'est il y a aussi des touches d'humour, justement, la relation, souvent comme Sherlock Holmes, entre Sherlock Holmes et Watson, mais aussi l'évêque Frankland, je sais pas si tu te souviens de ce personnage-là, qui est génial. Je l'ai revu, j'ai revu le film il y a 2 jours, et je rigole tout le temps, et il est tellement, c'est un évêque alcoolique qui trouve votre prédécesseur, à chaque fois il m'a invité pour boire je sais plus, une sorte d'alcool, je me rappelle plus comment ça s'appelle, et il y a cette légèreté en même temps, ce côté sombre, et c'est un pur vrai divertissement, et visuellement c'est à tomber, vraiment, une réalisation toute simple à la Terence Fisher, pas basique, mais toute simple, avec un beau travail sur le montage, sur la photographie. Malheureusement j'ai pas noté la photographie, mais c'était vraiment un des sommités qui d'ailleurs a fini par être un peu dégagé de la mer, parce que lui il prenait trop de temps justement pour bosser, alors que la Hammer là il voulait produire à la chaîne. Je crois qu'ils sont basculés un peu chez Universal. Et encore une fois, comme je disais, c'est l'opposition de 2 mondes, le milieu rationnel victorien, donc Holmes, même si lui il croit au mal, à chaque fois il parle du mal, et la légende qui est plutôt sombre et cruelle, le bien contre le mal. Terence Fisher est obsédé par ça, dans ses films à chaque fois c'est le bien contre le mal, à chaque fois. Malheureusement, il n'y a pas eu d'autres films Sherlock Holmes chez la Hammer, ils le souhaitaient, et ils n'ont pas eu les droits, donc ils ne pouvaient pas, et Fisher lui en réalisera un autre, mais en dehors de la Hammer. Peter Cushing lui-même retrouvera Holmes dans une série télévisée. Christopher Lee, lui, c'est très particulier, c'est qu'il va jouer un peu tous les rôles. Il va jouer un peu tous les rôles. Et il va jouer même Mycroft dans un film que j'ai vu récemment. Pareil, j'ai eu la chance de le voir au cinéma. Et qui est devenu mon film préféré, Sherlock Holmes, avec celui dont je vous parle, qui est The Private Life of Sherlock Holmes de Billy Wilder. Absolument merveilleux. Là, on parle d'équilibre aussi entre les différentes tonalités, etc. Je vais pas vous parler du film, j'en ai parlé, je vais partir pour 1 heure, mais merveilleux film, essayez de le voir également. Et juste petite anecdote, la Hammer avait également acheté les droits de I Am Legend. Imaginez, il devait y avoir I Am Legend réalisé par Terence Fisher, finalement peut-être par Fritz Lang. Imaginez Fritz Lang chez la Hammer. Et finalement, rien ne s'est passé à cause de la censure, donc ça n'a rien à voir avec le film dont je vous parle, mais j'ai envie de glisser ça parce que j'ai halluciné en faisant des recherches. Et c'est le seul film qui a fait plus de 1 million d'entrées en France à l'époque. Donc mine de rien, ce n'est pas rien. Et pour vous parler vite fait de 2 secondes de l'édition, celle-ci, avec le superbe visuel réalisé par Paul Shipper, qui est absolument somptueux. L'image n'est pas parfaite, mais elle est quand même, voir des films dans ces conditions-là, c'est vraiment très très bien. Et les bonus sont pas mal du tout. J'ai bien aimé, j'ai halluciné sur l'interview vidéo, je dis bien, de Sir Conan Doyle, la vidéo qui date de 1928. Et c'est génial, on voit qu'il prenait ça vraiment à la légère, le Sherlock Holmes, et que lui était obsédé par ses études sur un peu sur le surnaturel, etc. Il était obsédé par ça, bref, vous verrez, c'est vraiment passionnant. Et donc, essayez de le voir. Si vous voulez vous mettre à la Hammer, justement, parler de films, se mettre au film gothique. Là, si vous voulez vous mettre au film de la Hammer, extrêmement accessible, même des gens qui ne sont pas adeptes du cinéma d'horreur, vous pouvez commencer par ça. C'est un très bon moyen de commencer. Et d'ailleurs, depuis le pilote où je disais que, fait chier, il n'y a pas de film de la Hammer qui sortent chez nous, quasiment pas. Entre-temps, il y a eu un magnifique coffret avec 13 films. Voilà, donc maintenant, pour la Hammer, il y a un peu de quoi faire, même s'il manque les classiques qui ont lancé nos cycles. Ils sont toujours pas sortis chez nous, donc voilà. Donc voilà, en gros, pour résumer mon avis et mon amour pour ce film extrêmement classique, pareil, dans le cinéma gothique. C'est vrai que c'est rigolo, c'est un film où tu as le côté scientifique de Sherlock Holmes qui s'oppose au côté mystique du cinéma gothique, et c'est vraiment la rencontre de 2 mondes aussi, la modernité scientifique contre le côté mystique. Toujours. Ouais, c'est vraiment intéressant, c'est un super film, c'est vraiment un film culte et un des monuments de la Hammer. Ah oui, mais vraiment. Et donc toi, tu passes à... Moi, je passe à Kuroneko.
Donc Kuroneko, alors attention, c'est un film japonais qui date de 1968, qui a été réalisé par Kaneto Shindo. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que Kuroneko, il exprime cette mouvance du cinéma japonais qu'on qualifie de gothique nippon. Et plus particulièrement de ce qu'on appelait le gothique Edo. En fait, à l'époque où la Hammer a commencé à cartonner en Europe et dans le monde entier, le cinéma japonais et les réalisateurs japonais ont beaucoup été influencés par le cinéma de la Hammer, et ils ont essayé de reproduire avec leurs histoires traditionnelles, comme l'a fait le cinéma gothique, une forme de cinéma fantastique en essayant de recycler les codes qui ressemblaient au cinéma gothique. Donc on a eu énormément de films qui sont sortis en utilisant les histoires du kabuki et de ce qu'on appelle le kaiden, c'est-à-dire les contes fantastiques japonais, pour créer un cinéma qui pourrait pas concurrencer la Hammer, pas concurrencer le gothique, mais montrer une version nippone de ce cinéma moderne finalement, avec un côté très transgressif et un accent qui est mis sur à la fois une brutalité et un certain côté érotique, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans le cinéma gothique, c'est le côté un peu érotique, le côté un peu une sexualité qui existe vraiment. Après, ça c'est quelque chose qui s'est passé dans les années 50-60. À la fin des années 60 et au milieu des années 60, le cinéma gothique nippon, en fait, c'est un peu mort dans l'œuf, puisqu'il a commencé à beaucoup copier le cinéma gothique occidental, en refaisant des Dracula, en faisant des histoires. Oui. Il y a beaucoup d'histoires de type vraiment très traditionnelles, avec des fantômes bossus, avec des histoires type Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ils ont voulu vraiment reprendre c'est ça. Mais avant ça, des auteurs comme Kaneto Shindo, qui s'étaient déjà intéressés au cinéma fantastique avec Onibaba, quelques années avant, s'intéressent à cette histoire-là. Alors, pour Kuroneko, il prend l'histoire de deux femmes qui s'appellent Yone et Shige, qui sont tuées par un gang de samouraïs, de samouraïs rebelles, qui sont laissées pour mortes et qui reviennent sous la forme d'esprits chats, ce qu'on appelle des bakaneko, pour pouvoir se venger encore une fois, d'une forme de patriarcat, quoi. La mère est interprétée par Nobuko Otawa, qui a joué dans 40 films de Kaneto Shindo, qui a été son épouse pendant quelques années, et la fille Shige est interprétée par Kiwako Taishi, deux actrices qui sont fantastiques, vraiment, qui portent le film sur leurs épaules et c'est un peu la même dynamique qu'on avait dans Onibaba, avec des femmes, un duo de femmes comme ça qui doivent revenir après, au-delà de la mort, au-delà de la souffrance, et se battre pour reconquérir leur identité. C'est la marque de fabrique du cinéma fantastique, chez Shindo en tout cas. Il y a plusieurs autres formes aussi du cinéma gothique, la maison isolée dans les bois. Là c'est une maison japonaise traditionnelle dans une forêt de bambou. On reprend vraiment ces codes, un noir et blanc qui est très très marqué, des fantômes, des apparitions, tous les gimmicks du cinéma gothique sont là-dedans. Ça s'est fondu dans. Et voilà, on retrouve vraiment cette influence. Kaneto Shindo, lui, il reconnaît l'influence de Robert Wise avec la maison du diable. On retrouve vraiment ces mêmes compositions, ces mouvements de caméra assez amples, et à la fois il y a quelque chose qui est éminemment japonais. Il y a une influence du kabuki dans la caractérisation, dans les costumes, dans les chorégraphies, du théâtre no dans la mise en scène, dans le côté très méticuleux de la mise en scène, mais à la fois on sent qu'il y a vraiment un vrai héritage du cinéma gothique. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est que on voit vraiment comment ce type de cinéma fantastique japonais a été influencé par l'Occident, et c'est comme ça qu'il s'est imposé à l'étranger en fait. C'est grâce à ces films-là que le cinéma japonais, plus tard avec Kwaidan, s'est imposé à l'étranger, et c'est quelque chose qu'on retrouvera que beaucoup plus tard avec des films comme The Ring, par exemple. C'est à l'époque de Kuroneko, de Onibaba et de Kwaidan que le cinéma arrive à recycler des codes occidentaux pour vendre ses histoires. Puisque, en fait, ce film-là, c'est un film qu'on appelle, comme je vous dis, c'est un Kwaidan-eiga, donc un film de conte fantastique, mais c'est aussi un Jidaigeki, c'est-à-dire un film traditionnel, d'histoire traditionnelle, mais c'est aussi un Kuroneko-eiga, c'est-à-dire que c'est un film de femmes, chats, fantômes. C'est vraiment un sous-genre. Ouais, voilà, c'est un sous-genre très très précis. Et c'est pour ça qu'on est vraiment dans une forme traditionnelle. C'est un film qui est magnifique, qui est extraordinaire, visuellement somptueux, qui a d'une grande complexité, d'une grande violence aussi, d'une grande brutalité, et qui a toute la classe des récits traditionnels japonais, et toute l'ambition et toute la transgression du cinéma gothique, et c'est pour ça que je voulais vous le faire découvrir. Kuroneko, il est disponible dans cette édition chez Eureka, collection Masters of Cinema.
avec un livre, avec une interview de Kaneto Shindo où il retrace un peu sa carrière, où il parle de ses influences. C'est un monsieur qui était décorateur à la base, qui a travaillé avec l'énorme Seijun Suzuki, qui est un pilier du cinéma pop japonais. Il y a DVD et Blu-ray. Il n'y a pas de bonus, hein. Enfin, il y a une bande-annonce vite fait, quoi. Alors, encore une fois, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Très belle édition, mais l'édition Criterion... Ah ouais, encore ? Ouais, encore un cran au-dessus, quoi. Franchement, j'ai pu voir les deux. L'édition Criterion, le piqué est juste magnifique. C'est frustrant. Celle-là, elle est très très belle, hein. C'est très propre, mais trop contrasté, quoi. C'est un film qui est beaucoup trop. C'est très très beau, c'est très très propre, mais quand on voit vraiment, c'est un film qui est très sophistiqué visuellement. Et, c'est trop bouché en fait, du coup. Bah ouais, il y a moins de détails, c'est trop noir et blanc classique, alors qu'il y a énormément de nuances. Parce qu'il faut savoir que ce genre de films-là sont tournés, les gens sont en couleur, donc il y a énormément de contraste dans l'image. Ah oui. Hein, on utilise même des fois des gélatines de couleur et tout ça, donc on le voit en noir et blanc, mais il y a énormément de précision et de subtilité dans l'image. Donc vous pouvez la trouver en France, mais sinon si vous pouvez, prenez l'édition Criterion de Kuroneko de Kaneto Shindo. Magnifique film, allez-y. Ça donne envie. À toi, Geoffrey. Eh bien, moi je vais terminer, et je vais continuer avec également un film en noir et blanc, un sommet du cinéma gothique noir et blanc, avec Le Masque du Démon. Alors, Le Masque du Démon, en fait, réalisé par Mario Bava, 1960, donc vous imaginez l'époque, incroyable, quasiment la même année, Les Innocents et Le Masque du Démon. Comme tu as dit tout à l'heure, alors c'était la mode du film coloré, extrêmement coloré, pareil, Bava reste dans le noir et blanc. Et donc Le Masque du Démon a eu 1 milliard de titres comme La Maschera del Demonio, j'ai réussi à le dire, Black Sunday aux États-Unis, The Mask of Satan en Angleterre, et comme vous aimez bien chaque fois mettre vampire dans les titres, c'est Revenge of the Vampire. Vampire. Et donc là, on entre aussi également dans un film gothique, un des sommets du cinéma gothique. Imaginez, Mario Bava a commencé officiellement en tout cas sa carrière de réalisateur avec celui-là. Évidemment, il avait déjà commencé avant, souvent hein, pour sauver des films, pour aider, parce qu'à la base, lui, c'est un directeur photo, et en voyant le film, on le comprend, parce que visuellement, pareil, on parlait tout à l'heure de noir et blanc, absolument somptueux, avec ton film dont tu as présenté, Chronico, à l'instant, et Les Innocents tout à l'heure, un noir et blanc absolument somptueux, qui travaille aussi sur les contrastes, mais aussi un peu plus dans la subtilité. Et on retrouve autre sommité du cinéma gothique, la déesse du cinéma gothique, même si ça lui fait chier qu'on dise ça, c'est Barbara Steele, qui nous montre dès ce film toute l'étendue de son talent, parce qu'elle joue 2 personnages. Ouais. Elle joue Katya Vaidya, et on voit au début, qui est la sorcière qu'on crame, et sur lequel surtout on lui met le masque du démon, le masque pour la faire souffrir, pour qu'elle meure, mais elle lance un maléfice, et dire qu'elle va revenir pour se venger, et cette introduction est incroyable. Vraiment, c'est esthétiquement, il y a tout ce qu'on peut imaginer, c'est somptueux, avec le masque, les tenues, le côté contrasté, le côté extrêmement noir, extrêmement violent. Tout le long du film, vous allez voir, c'est une réalisation expérimentale. J'ose vraiment dire ça, c'est vraiment expérimental à mes yeux. Il essaye, autant là justement, je parlais tout à l'heure de Terence Fisher qui est presque académique. Là pour le coup, il s'amuse tout le temps. Juste un plan juste pour mettre le masque du démon sur le visage de Barbara Steele. Il va y avoir plusieurs plans. On va avoir le plan de visage de Barbara Steele qui est comme ça. Il y a le gars qui amène le masque. Après, vous avez un plan qui vers le masque. On voit les pointes où ça joue sur les lumières pour bien vous suggérer qu'est-ce qui va se passer. Après, il passe le masque. Après, tu as un plan où le bourreau, il prend une énorme massue et il écrase le terrible masque sur le visage. C'est un film extrêmement violent, même pour l'époque. Hein. Extrêmement violent. Personne n'avait jamais vu ça à l'époque. Hein. Non. Quand c'est arrivé, ça a choqué. C'est l'équivalent d'aujourd'hui des films gore. Voilà. Ça n'existait pas, ce genre de film. C'est pour ça que c'est vraiment un sommet, pas que pour le cinéma gothique, pour le cinéma d'horreur et pour le cinéma d'horreur transalpin. Ça lui a fait gravir une marche en termes d'intensité visuelle. Et donc Barbara Steele, pour revenir là-dessus, elle joue également la princesse Asa Vaidya,
qui, du coup, elle joue deux personnages, deux archétypes, pareil, du cinéma gothique. Là, la sadique, celle qui vient se venger, et en face, l'aspect plus romantique, la femme pure. Ouais. Et elle joue merveilleusement ces deux, extraordinaire. ces deux pendant. Extrêmement charismatique. Extraordinaire, d'un charisme fou. Quand on la découvre pour la première fois, d'abord dans le rôle de la sorcière, elle est incroyable. Et quand on la découvre pour la première fois dans ce personnage absolument innocent, on a l'impression de voir quand même une sorcière, un démon, avec ces deux chiens, ces deux chiens qui sortent des enfers. Image totalement iconique. Enfin, c'est l'une des images les plus iconiques du cinéma de genre. Elle est dans le générique de Chips Wheels, non? Oui, je crois. Je l'ai monté, mais je m'en souviens même plus. Oui, mais ça y est pas, en tout cas, on va la mettre. En tout cas, je pense qu'elle y est. Je crois qu'elle y est, Et pour moi, c'est Bava, pour moi, c'est un des meilleurs films de Bava, alors que c'est son premier film. Et c'est en plus, ce qui est génial, c'est que c'est un super travail d'artisan. Parce que Bava, c'était un pur et véritable artisan. Il tient ça de son père avant. Il a donné ça à son fils dans une certaine mesure, Lamberto Bava plus tard, qui d'ailleurs va réaliser un film avec Gérard Depardieu. Ah ouais, qui a l'air épique, c'est épique. Putain, il nous prépare un truc. Il y a Isabella Rosselli aussi dedans. Ah bon? Ouais. Ah, putain, mais okay. Ils ont besoin de payer les factures. Oui, quoi. Et ils ont marqué en dessous par le réalisateur de... de Démons. Des Démons. Donc ils nous ressortent le un film qui a 40 ans, ouais. Qui est super d'ailleurs. Même. Ouais, qui est vraiment qui est cool. Et un super travail d'artisan. Tout à l'heure, tu parlais justement, et ça m'a fait penser à ça, des jeux sur les couleurs, sur des films en noir et blanc. Ouais. Meilleur exemple pour ça, c'est la transformation de Barbara Steele, qui nous présentait comme un cadavre, son personnage de la sorcière. Super plan. Superbe plan, et qui se reconstitue petit à petit. Ou l'inversement, un visage décomposé, et qui revient à la jeunesse. Tout ça, ce sont des effets live, il n'y a pas forcément de montage, c'est simplement on peut imaginer des traits dessinés de certaines couleurs, et avec de la gélatine et des couleurs, ça permet d'effacer, de faire réapparaître certaines choses. Et c'est un effet, évidemment, qu'on ne peut retrouver qu'en noir et blanc, évidemment. Et c'est pétri de plein d'effets comme ça, de bricolage, comme on retrouvera dans La Planète des Vampires, pareil, avec des bricolages incroyables. C'est le roi du bricolage. C'est le roi du bricolage, il a passé la moitié de sa carrière à faire des choses de fou avec rien. Des microscopiques budgets. 2 bouts de ficelle et... Voilà. C'est pour ça qu'on le faisait venir, d'ailleurs, sur les tournages. Que dire de plus? Barbara Steele, la déesse du cinéma gothique, qui s'est un peu, malgré elle, retrouvée dès le début, enfoncée dans ce genre, et qu'elle renie pas, mais ça l'a fait chier. Et d'ailleurs, j'ai pu retrouver des propos de Barbara Steele grâce à une amie qui m'a sorti des archives d'époque qui parlaient de Barbara Steele, où j'ai appris, par exemple, que Cary Grant, un acteur que j'adore, j'aurais jamais imaginé, et Cary Grant voulait travailler avec Barbara Steele, ça n'a pas pu se faire plutôt dans une histoire d'argent, mais elle voulait être peintre, elle s'est retrouvée actrice, et vers la fin de sa carrière, il y a Tinto Brass qui lui a proposé pour jouer dans un film, et elle a refusé à l'époque, et maintenant elle se dit peut-être que j'aurais dû accepter. Elle devait jouer le Story of O, l'histoire d'O, elle devait jouer dedans. Et pour vous dire à quel point elle en a ras-le-bol qu'on lui remette cette histoire, désolé Barbara, qu'on lui remette cette histoire de cinéma gothique, elle a quand même dit dans une interview, voilà, tu vas pouvoir le lire, tu lis très bien l'anglais. Oh là, mon Dieu. Voilà, l'anglais là, vas-y. Never climbing out of another fucking coffin again, as long as I live. Voilà, donc elle ne voudra jamais plus sortir d'un putain de cercueil, aussi longtemps qu'elle est encore en vie, elle ne voudra plus sortir d'un putain de cercueil. En plus, elle a donné, ça y est. Ouais, voilà, en plus elle est géniale, ses interviews sont géniales, elle a un franc-parler. Maintenant, ça, il a plus rien à prouver, donc elle est vraiment... Donc c'est un film absolument formidable, et comme tu disais, c'est des films extrêmement fignolés visuellement. Malheureusement, en France, il n'existe qu'en DVD, donc c'est juste pas possible. Ouais. Vous pouvez le trouver en Blu-ray chez Euro, qui date de 2013. La copie est pas mal, mais encore une fois, merci Euro. Et que dire de plus, chef-d'œuvre absolu du genre, à mes yeux le plus grand réal du cinéma bis italien. Mario. Mario. Et donc on va terminer avec ton film Tout à fait. Un film que j'ai découvert, dont tu vas parler, je vais y arriver, et que j'ai beaucoup aimé aussi quand il est sorti. Magnifique. C'est un film qui s'appelle Lady Macbeth.
Lady Macbeth, en français, The Young Lady. La jeune fille. On ne sait pas pourquoi finalement, mais pourquoi pas. Ça se situe en 1865, c'est l'histoire d'une... ça se situe dans la campagne anglaise. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est vendue à un homme plus âgé qu'elle et qui va intégrer sa maison, hein, comme la femme de maison, comme l'épouse, Voilà. et qui va devoir respecter des règles très strictes, hein, qui va devoir se mettre ici, Très qui strict. va devoir vraiment respecter tout ce qu'on lui dit, bien fermer sa gueule et se soumettre à l'autorité, encore une fois, patriarcale. Mais le problème, c'est que ça ne va pas lui plaire et qu'au contraire, elle va essayer de regagner sa liberté et c'est tout ce qui va faire l'intérêt du film. Alors moi, c'est un film que j'adore. C'est un film qui est... claque, je l'ai vu au cinéma et je me suis pris une claque. C'est un film génial. Il a été réalisé par un jeune réal qui s'appelle William Oldroyd. Jeune, hein, il a mon âge. Pas si jeune que ça. Plus très jeune, mais c'est son premier long métrage. C'est quelqu'un qui a fait des courts métrages avant et qui vient du théâtre à la base. Ce William Oldroyd a participé à une espèce de sélection qui est faite chaque année par le BFI, l'équivalent de la cinémathèque anglaise, qui consiste à faire financer un certain nombre de films pour un très petit budget. Ah ouais. Pour 500 000 €, en gros, un peu moins de 500 000 €, 350 000 €, je crois. 500 000 budget, pounds. ouais. 500 000 pounds. Il a passé ce concours, il a été sélectionné et il a fait écrire cette histoire par une scénariste qui s'appelle Alice Birch, qui est juste géniale, qui a adapté cette nouvelle qui s'appelle Lady Macbeth de Mnensk par Nikolai Leskov, qui est un écrivain russe. Qui reprend un personnage qui est pour moi une histoire qui est éminemment gothique, encore une fois, qui parle vraiment de cette oppression féminine et de cette rage contenue qu'on accumule, hein, qu'on n'a pas... qui finit par sortir. Voilà, qui ne peut pas être retenue au bout d'un moment, parce que c'est trop. Heureusement. Le rôle de Catherine est interprété par Laurence Pugh, qui est extraordinaire. Incroyable. Vraiment, qui a une puissance, qui est d'une intelligence. On a retenu. Ouais, voilà. C'est très compliqué comme histoire, puisque... alors, il y a plusieurs choses. Je vais commencer par l'esthétique du film. L'esthétique du film qui est extraordinaire. C'est quelqu'un qui vient du théâtre, mais qui a vraiment... On sent qu'il a essayé de raconter une histoire par l'image avant tout. C'est une réalisation qui est extrêmement étudiée, qui est assez statique, mais qui est très symétrique, qui est très précise. Chaque cadre est extrêmement composé. L'image est magnifique. La chorégraphie des mouvements et la composition des cadres est méticuleuse et très précise. On sent vraiment qu'il y a un souci du détail. L'aspect visuel, vraiment, encore une fois, c'est l'un des points forts du film. Florence Pugh, elle, ce qu'elle donne, c'est... elle habite chaque plan. En fait, c'est le centre du film. Elle a un charisme et un courage dans sa performance, une intelligence, une audace. Un sacré personnage. Hein. Ouais, elle a fait preuve d'une grande intelligence, surtout dans sa façon qu'elle a d'interpréter le personnage, puisque c'est un personnage qui est assez compliqué dans le sens où elle commence comme une personne très soumise et elle doit générer la sympathie du spectateur pour pouvoir après l'entraîner derrière dans ce qui va se passer plus tard. On vous spoile pas, mais c'est un film qui est, pour moi, c'est un peu comme L'amant de Lady Chatterley qui serait revu par Sean Wook, si tu veux. C'est tu vois, c'est un film qui est extrêmement hardcore. Ça parle. Tu vois, qui est assez violent. Ça rappelle vraiment le travail aussi de Daphné du Maurier avec Rebecca ou des sœurs Brontë sur Jane Eyre et tout ça. Il y a vraiment ce côté une femme qui gagne son indépendance et qui le fait là pour le coup. Qui grandit, qui se renforce, c'est ça. Qui se nourrit au fur et à mesure. Qui ne se laisse pas abattre par les hommes qui essayent de l'enfermer. Et en même temps, c'est un film qui est éminemment moderne dans sa violence et c'est pour ça qu'il est aussi extrêmement gothique dans sa capacité à aller vers une forme de radicalisme finalement. Ah oui, c'est ça. Et c'est ce qui est extrêmement beau dans le film et ce qui est extrêmement courageux. Il y a aussi un motif qui revient souvent dans le gothique, ce qu'on appelle le motif de Barbe Bleue. C'est des endroits qu'on clôt et qu'on interdit. Ça peut être une chambre, ça peut être un endroit. C'est vraiment un motif récurrent. Et là, le motif Barbe Bleue, c'est la nature. C'est qu'on lui interdit d'aller à l'extérieur. Ah oui, c'est vrai. Cette interdiction d'aller à l'extérieur, ça représente sa frustration. Et du coup, on a vraiment un film comme ça qui est structuré sur une montée en puissance, qui est vraiment au début sur un rythme assez lent, et pour aller vers une espèce d'explosion voilà, qui tire parfois vers les chiens de paille, on va dire, de c'est le genre de film où on a les jambes coupées à la fin du film. Ouais, voilà, qui est très extrême et qui est très hardcore, et à la fois
très traditionnel et à la fois extrêmement moderne et très audacieux, comme on a pu le voir avec Les Chiens de Baskerville. Ouais. C'est aussi la qualité du gothique, c'est qu'avec un contexte historique et un contexte traditionnel victorien, comme dans un film en costume, on peut raconter une histoire d'oppression et une histoire résolument moderne. Et c'est ce qu'a montré ce William Oldroyd avec ce magnifique film. Excellent sound design, très beau travail sur l'image, très belle texture, des paysages en extérieur vraiment oniriques, vraiment magnifiques, des plans en extérieur fantastiques. On voit qu'il y a une énorme économie de moyens. Et je voulais citer Harry Wegner qui a fait la photo, vraiment un travail de malade. Ce qui est rigolo, c'est que le film il a été tourné très rapidement, il a été tourné en 24 jours. Les scènes, pour chaque scène, on avait 3 heures. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont utilisé une technique qui a déjà été utilisée sur Les Innocents. C'est-à-dire que le monteur, là c'était Nick Emerson, était sur le tournage pour monter en temps réel. Tout a été tourné chronologiquement, comme ça on pouvait savoir ce qui manquait. Mener au fur et à mesure. Et on pouvait savoir ce qui manquait, comme ça on pouvait refaire les reshoots tout de suite pour économiser de l'argent. Et du coup c'est un film qui a été fait à l'économie. Et comme Wagner, Harry Wagner, le chef-op est australien, on a préparé tout le film sur Skype. Tout a été storyboardé, toute la shotlist a été faite sur Skype. Et c'est en arrivant qu'on a déballé la vision globale. Et vous allez voir le film, il est extraordinaire. Enfin, visuellement, c'est un bijou, quoi. Donc voilà. C'est comme d'habitude. Lady Macbeth ou The Young Lady. Hein. Ouais, bon. Et comme d'habitude, dans les films gothiques, on s'attache beaucoup à ça, au matériel porn, comme on peut dire. C'est tout le côté visuel, les fétichiste. Le côté fétichiste, encore une fois. Les positions, les postures. Maintenant, la robe bleue qui est dans l'affiche, qui est absolument somptueuse. D'ailleurs, l'affiche, et du coup, la fameuse robe bleue de l'héroïne. Et vraiment un film assez hard quand même, assez violent. Je m'attendais pas à ça. Et puis c'est toujours cette symétrie dans les plans, cette réalisation incroyable. Pourquoi je peux pas vous le montrer? Parce qu'en France, il est sorti qu'en DVD. Ah bon? Ouais. Il est pas disponible en Blu-ray. Il est disponible chez nous en DVD avec la nouvelle Lady of Manx. Mais en DVD, pour un film comme ça, il faut avoir le Blu-ray. Il faut avoir le Blu-ray pour un film comme ça. C'est un film qui demande à être vu dans les meilleures conditions possibles, qui a un tel piqué. Surtout que c'est pas comme si le format du Blu-ray était déjà non plus assez vieux. Donc normalement, il y a des petits éditeurs indépendants qui finissent par sortir des films en Blu-ray. Il est sorti qu'en DVD. Il n'y a pas d'excuse au bout d'un moment. Donc voilà, magnifique film, William Oldroyd. Voilà, on vous a fait un aperçu. Ça commence à se casser la gueule. Il est temps qu'on finisse. On vous a fait un aperçu assez rapide. On reviendra pour d'autres films gothiques. Ouais. On vous présentera d'autres aspects du gothique. Moi, je parlerai peut-être de choses plus classiques qui me touchent aussi beaucoup. Classique, peut-être, je sais pas. Et on verra. Il y a tout un territoire. Et vraiment, il y a des frontières qui sont assez floues. Donc, c'est intéressant, justement. Et c'est intéressant d'installer un échange, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, dans les commentaires, ou sur YouTube, pour que vous nous disiez... ce que vous considérez comme gothique, jusqu'où ça peut aller à votre avis. Et c'est vraiment intéressant même de chercher quelles sont les délimitations du gothique. Parce que je me tâtais justement sur Lady Macbeth. Est-ce que c'était gothique? J'ai fait des recherches, je me suis dit oui, finalement c'est un film. Tu vois, moi j'y avais pas pensé. Et quand tu m'as dit j'ai parlé de ce film-là, il est génial, je me suis dit mais mais pourquoi j'y ai pas pensé? On a souvent cette image des portes qui grincent. Bon, en l'occurrence, là, c'est vraiment comme ça aussi. Il y a un sound design qui est magnifique. Mais on a souvent cette image de la nuit, des fantômes, du film d'horreur classique. C'est pas que ça. Mais c'est pas que ça. Et c'est pas que des films nocturnes. Et c'est pas que des... Voilà. C'est tout un univers à découvrir. Et les codes sont assez larges, finalement. Il y a beaucoup de gimmicks. Mais c'est bien de jouer avec cette grammaire, en fait, du gothique. Et les réalisateurs se font plaisir. Et c'est un genre qui est toujours aussi neuf et qui... Il y a encore un potentiel illimité en fait dans le gothique. Exactement. On l'a bien vu avec Crimson Peak ou avec Lady Macbeth. Voilà. C'est un terrain de jeu. Donc voilà, c'est tout. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors, on a finalement fait ce fichu épisode et je suis tellement heureux qu'on l'ait fait. J'avais hâte. Mes notes, elles étaient prêtes depuis des mois. Et donc, on est très heureux d'avoir sorti enfin un nouvel épisode, notamment celui-ci. Et on voudrait aussi remercier, mine de rien, tous les gens qui nous soutiennent. Mine de rien, déjà, il y a notre petit producteur, déjà. Il a extrêmement froid, si vous voyez, on dirait... un esquimau. Un esquimau, il y a le nez, il y a des stalactites qui... Voilà, bref. Et un peu les commentaires et les partages que vous faites de nos vidéos, de nos conneries et compagnie. Notamment, Quentin, Watis236, qui a partagé et qui nous a amené quand même pas mal de monde. Et qui lui, il a un succès extrêmement mérité. C'est génial ce qu'il fait. Comme les copains de Le Coin du Bis et d'Hollywood. On vous aime tout simplement, on aime ce que vous faites et merci en tout cas de partager ce que nous faisons.
Et voilà, donc merci à tous, c'est très gentil ouais. de tous vos petits mots sur adorable. Twitter et tout ça, et c'est très gentil, voilà. À bientôt les amis. Salut. Salut.